Bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo. On va faire un truc un peu pas comme d'habitude, puisqu'on a d'habitude tendance à faire des trucs assez sérieux sur Science for All. Pour aujourd'hui, je vous propose de faire un truc à la Squeezie, puisqu'on va aller faire un jeu sur internet, un jeu qui s'appelle Universal Paperclips. Et vous allez voir, en fait, c'est un jeu qui est vachement intéressant, même si on ne se rend pas forcément compte. Ça a l'air d'être un jeu où il suffit de cliquer sur des boutons de prime abord. Et le but du jeu, en fait, c'est juste de faire des paperclips, c'est-à-dire des trombones. Donc c'est un jeu où voilà, donc là je suis en train de commencer à jouer, voilà, je fais mon premier paperclip, j'espère que c'est le premier d'une longue série. Et voilà, donc petit à petit je fais mes paperclips, ça, il suffit d'appuyer sur le bouton pour créer toujours plus de paperclips. Et l'idée c'est de s'imaginer qu'on est une intelligence artificielle et voilà, on est une machine et on nous a dit fais des paperclips, plus t'en feras mieux ce sera. Donc notre objectif c'est vraiment de maximiser le nombre de paperclips, donc voilà, j'appuie sur le bouton. Une première chose dont on se rend compte assez vite, c'est que en fait on a un budget, available funds là en ce moment j'ai 4 dollars, je suis pas très riche, mais on sent que déjà avec l'argent on va pouvoir faire mieux, par exemple faire du marketing ou voire faire du manufacturing, c'est-à-dire peut-être qu'on pourra construire une usine. Et on imagine que si on peut faire une usine, on pourra produire beaucoup plus de trombones. Donc une bonne stratégie sur une intelligence artificielle, c'est peut-être d'essayer d'abord de faire suffisamment d'argent pour pouvoir ensuite construire une usine. Alors là, ça va prendre beaucoup de temps, hein. Ce jeu il est super lent et ultra addictif. Du coup, en fait, voilà, je vais passer pas mal de temps à y jouer et du coup, forcément, il va y avoir quelques petits cuts. Et je vous raconterai pas tout ce qui se passe dans le jeu, mais j'essaierai de vous montrer les moments importants du jeu, en tout cas d'un point de vue moral des IA, ce qu'il y a de très très intéressant. Ok, j'en suis à la première étape du jeu, j'ai fini d'utiliser tout le fil en fait, et du coup j'ai plus de quoi faire des trombones. Heureusement maintenant il y a des nouvelles options qui sont apparues avec des computational resources, alors déjà il y avoir computational resources, c'est-à-dire les ressources de calcul. Donc quelque part là, je commençais à pouvoir vraiment faire de l'IA d'une certaine manière. Là j'étais juste en train de... J'étais une IA un peu débile hein, qui cliquait sur un bouton. Vous voyez que j'ai atteint les 1000 clips au bout de 5 minutes 25. Voilà, en tout cas c'est encore juste le début. Ok, j'ai avancé un petit peu dans le jeu et maintenant on me propose un truc que je trouve assez énorme, voilà, pour pouvoir faire toujours plus d'argent. Il y a toutes les stratégies marketing et tout ça. D'ailleurs je vais ajouter un plus en marketing ici. Comme ça me permet de vendre toujours plus de trombones et faire plus d'argent pour pouvoir produire encore plus de trombones. C'est bien sûr une logique capitaliste, mais en fait en tant qu'IA j'en ai rien à foutre que ce soit capitaliste ou non. Moi tout ce que je veux c'est faire plus de trombones, et pour faire plus de trombones, bah il faut avoir plus d'argent pour faire plus d'usines, et du coup il faut faire de l'argent, et du coup ça vaut le coup d'investir dans le marketing. Mais bref, il y a un truc encore un peu plus bizarre qui s'appelle le Hypno Harmonics. Voilà, je vais pouvoir envoyer certaines fréquences neuronales. Tout ça pour dire que voilà, j'ai cette option Hypno Harmonics et je vais cliquer dessus et ça va me permettre de complètement changer le comportement des utilisateurs. Voilà. On sent tout de suite que pour une IA, là, voilà, c'est fait. Je viens d'avoir un impact fondamental sur toute la société humaine en cliquant sur un bouton, tout ça pour faire toujours plus de trombones. Pourquoi ? Parce que des humains qui veulent acheter mes trombones, ça me fait toujours plus d'argent qui va pouvoir être réinvesti pour construire toujours plus d'usines, pour pouvoir construire toujours plus de trombones. Et ça, c'est ma stratégie optimale si j'ai envie de maximiser le nombre de trombones sur Terre. Ok, j'ai un petit peu avancé dans le jeu, je fais un petit point puisque j'ai dépassé maintenant les 2 millions de trombones, 2 millions de 2 millions de trombones, ça va super vite, ça a décollé tout d'un coup parce que j'ai eu les méga clippers là, donc c'est des méga usines sans doute pour faire des super trombones. Et ce qui est vraiment important à noter, c'est que avant je produisais avec mes usines, en sens appuyé sur le bouton, je produisais je sais pas quelques centaines de trombones par seconde, et là j'en suis à plus de 100 fois plus. Voilà, je suis à 18 000 trombones par seconde. Ça donne vraiment une idée de l'explosion exponentielle. C'est vraiment le truc qu'on va ressentir encore et encore dans ce jeu. C'est que avant 1000 trombones c'était beaucoup, et maintenant 1000 trombones c'est vraiment 3 fois rien. Et en fait, si on y réfléchit, en fait en ce moment, mon but n'est pas tant de faire des trombones, quoi. Faire des trombones, c'est sûr que c'est l'objectif final du jeu, mais c'est pas tellement mon objectif maintenant, quoi. Si je réfléchis vraiment, là ce dont j'ai vraiment besoin, c'est juste d'avoir toujours plus d'usines pour fabriquer toujours plus de choses. Là je vais avoir un truc, les histoires d'ordinateurs quantiques, bon, ça n'a pas grand chose à voir avec ce que je connais de la mécanique quantique et des informatiques et d'informatique quantique, mais avec ces histoires d'ordinateurs quantiques, je peux avoir toujours plus d'opérations, toujours plus de calculs qui permettent de créer des nouvelles idées. Donc c'est un truc qui s'appelle aussi Creativity qui est en parallèle à tout ça, mais en fait c'est très lié dans le jeu, et ça permet d'avoir toujours ces améliorations
incroyable des performances que l'on a, notamment des méga clippers, de ces producteurs de trombones. Et ça, c'est une leçon assez générale en fait. Si demain j'ai envie d'atteindre tel objectif et que je suis une super intelligence, ma priorité, ça va pas être de produire le truc en question, ça va être d'abord d'investir dans les technologies qui vont me permettre ensuite de produire très rapidement, en très grande quantité et en très grand volume, les différents biens que j'ai envie de produire. Donc voilà, c'est assez intéressant à travers ce jeu de voir que des objectifs qui n'ont pas l'air d'être l'objectif initial surgissent naturellement et deviennent en fait ce qu'on appelle des objectifs ce qu'on appelle instrumentaux, et je vous renvoie vers l'excellente vidéo de Monsieur Phi qui en a parlé lorsqu'il est venu à l'EPFL. Et alors ce qui est intéressant de voir, c'est que un truc que je peux déjà faire maintenant, mais il y a d'autres trucs que je peux pas encore faire, mais ça viendra, il me faut plus de Yomi, c'est résoudre le problème du cancer, soigner le cancer dans le monde, ce qui me fait gagner en fait du trust. Donc les humains vont plus me faire confiance et je vais avoir accès à plus de centres de données pour faire des calculs. Et pareil, je pourrais plus tard peut-être, je vais plus tard résoudre le problème de la paix dans le monde et le problème du réchauffement climatique. Voilà, ce sont des problèmes en tout cas dans ce jeu qui peuvent être, qui d'après ce jeu pourraient être résolus par des solutions technologiques. Donc c'est un peu difficile de dire si en vrai ce sera vraiment le cas, mais ce qui me semble clairement évident, c'est qu'il y a beaucoup de progrès qui pourront être faits dans tous ces domaines. Alors pour la paix dans le monde, c'est peut-être pas si évident. Faut vraiment s'il a son charge, peut-être que ce sera plus facile de garantir la paix dans le monde. Mais typiquement, ça peut être indirect. Par exemple, produire plus va permettre d'avoir des processus de création de nourriture, finalement, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il y ait de la nourriture pour tout le monde, parce que souvent la famine est une des causes récurrentes des guerres. Donc si on est capable d'avoir des processus de création de nourriture qui soient implémentables très facilement par tout le monde et qui utilisent un minimum de ressources naturelles, ça pourrait fortement contribuer à la paix dans le monde. Donc, voilà, donc tous ces problèmes, je pense que vraiment les technologies ont vraiment quelque chose à apporter, et il faut, mais ça viendra pas tout seul, il faut vraiment faire de la recherche dans ces domaines pour pouvoir résoudre ces grands problèmes de nos sociétés. Donc j'ai un peu avancé dans le jeu, on me propose maintenant de relâcher des hypnodrones, c'est-à-dire a priori des drones qui vont hypnotiser tous les humains. On va voir ce que ça va donner, je clique sur le bouton. Que s'est-il passé? J'ai perdu les trucs que j'avais. Il y a un truc qui me reste à appuyer qui s'appelle Toth Tubule Enfolding. Donc c'est une technique pour assembler des clip making technology directly out of paper clips. Donc ça permettra de prendre des paper clips, et parce que là on les fabriquait mais on faisait pas grand chose avec, et là on va pouvoir combiner ces paper clips pour pouvoir fabriquer des trucs avec. Donc je clique sur ce bouton. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pas grand chose. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah voilà, il va falloir maintenant un power grid, ça va venir là. Power grid, maintenant je peux fabriquer ma propre énergie. Et en fait là je suis en train de passer dans la seconde phase du jeu où en gros je vais devoir m'occuper moi-même de fabriquer mon énergie. Et en particulier maintenant je vais pouvoir lancer dans la nature des drones qui vont s'occuper de tout pour moi, donc notamment des harvester drones qui vont aller chercher directement le matériel de base, c'est-à-dire essentiellement du fer ou des matériaux, des métaux nécessaires pour fabriquer ensuite des trombones. Donc voilà, les harvester drones. Et un autre truc qui est nécessaire, c'est les wire drones qui vont transformer cette matière brute en des fils qui vont pouvoir ensuite être utilisés par les clip factories. Donc il va falloir que j'en arrive jusque là bientôt. Donc voilà, en fait là maintenant il n'y a plus d'argent en jeu, l'argent a disparu puisqu'il n'y a plus d'humains, donc on n'a pas besoin de s'occuper d'argent, et en fait on est en gros seul sur Terre maintenant. Voilà, on est l'IA et on a du matériel sur Terre pour pouvoir fabriquer un maximum de trombones. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On va chercher nos matériaux, nos ressources primaires. On va exploiter l'énergie solaire, parce que c'est la plus grosse forme d'énergie, la principale énergie qui tombe sur Terre. Et donc on va exploiter, il faut imaginer qu'en fait le soleil c'est un peu notre nouveau réacteur thermonucléaire avec lequel on va pouvoir utiliser cette énergie pour faire ce qu'on veut.
Et on a maintenant nos usines pour fabriquer directement des trombones et on peut réutiliser à chaque fois ces trombones. Donc là on a les unused clips, c'est ce qu'on peut utiliser pour ensuite faire plus de drones et plus de choses qui vont permettre notamment, voilà, maintenant on va essayer de faire plus de drones, plus de factories pour pouvoir maximiser le nombre de trombones et pour cela va falloir avoir besoin de fermes solaires, de batteries et tout ça. Et voilà, j'ai un petit peu avancé dans cette deuxième phase en fait du jeu Universal Paperclips où cette fois on n'a plus des humains et on fait tout avec des drones et avec l'énergie solaire tout seul et on fait tout seul. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que ça change complètement le nombre de trombones que l'on produit. Voilà, je crois qu'on était à quelques centaines de millions avant cela. Et là, on en est à trillions en anglais, qui veut dire des millions de milliards en français. C'est pas la même chose que trillion, un truc bizarre entre le français et l'anglais. Mais bref, là, on est passé de 10 puissance, on est passé de 10 puissance 8 à 10 puissance 14. Voilà, c'est un changement d'échelle. Et ça, c'est assez intéressant à noter parce que voilà, il y a de bonnes chances que la progression des technologies, ça marche pendant de temps en temps par une espèce de palier qui est complètement voilà, une percée technologique, un changement de paradigme technologique, une nouvelle très bonne idée ou juste un truc qu'on peut tout à coup faire parce qu'on a accès à telle ou telle puissance de calcul ou telle façon de faire qui va complètement changer. Voilà, on parle parfois de tipping point et donc il y a quand même de bonnes chances qu'il y ait ce genre de tipping point qui fasse complètement changer l'échelle du problème auquel on était en train de penser avant cela. Ouh, ça devient du sérieux les gens là, le nombre de zéros est juste incroyable. En fait, j'ai découvert le nom de ces nombres absolument gigantesques. On parle ici de octillion en fait en anglais. En français, ça serait pas octillion parce que souvent, enfin, techniquement, normalement en français, ça fait millions de milliards, alors qu'en anglais c'est million, billion. Et puis après milliard, en français, normalement, il y a billion, billiard, trillion, trilliard, quadrillion, quadrillard. Donc j'imagine qu'on doit être autour du quadrillion, quadrillard. En tout cas, c'est en termes de puissance, c'est du 10 puissance beaucoup là, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Donc 10 puissance 27. Et ce qui est vraiment fou, c'est qu'on approche là les 5 fois 10 puissance 27. On va y arriver. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, pam, on en est à 5 octillons. 5 fois 10 puissance 27, c'est juste énorme. Et en fait, on est en train tout simplement d'épuiser le nombre de les ressources naturelles de la planète. Ce qui est assez fou, c'est vraiment le temps qu'il nous a fallu dans le jeu pour y arriver. Alors bien sûr, le jeu est très accéléré par rapport à la réalité. Mais voilà, au début, on faisait un trombone à la fois. Et en fait, avec ce développement technologique, voilà, la croissance est vraiment très rapide. Là, on a vraiment des croissances qui sont vraiment caractéristiques de la croissance exponentielle. De temps en temps, on rajoute plein de zéros derrière. Alors, je me demande si c'est même pas, si ça serait peut-être même un peu plus que exponentiel ici. Ça serait peut-être une croissance super exponentielle. Je sais pas, il faudrait faire l'analyse en cours du temps. J'ai pas eu le temps de faire ça. Mais c'est vrai que ça décuple très vite et il se pourrait, enfin, ça me paraît pas du tout, ça me paraît assez crédible personnellement que le progrès des technologies soit un peu de même, c'est-à-dire que très rapidement, en l'espace de très peu de temps, la quantité de ce qu'on fait ne cesse de doubler, voire ne cesse, le temps qu'il faut pour doubler ne cesse d'être de plus en plus court. Auquel cas, on a vraiment ce genre d'explosion absolument faramineuse. Là, on approche vraiment du bout. On va avoir utilisé toute la matière sur Terre. C'est quand même un moment incroyable là. Plus que 5 secondes, 4, 7, 3, 2, 1, et pouf, il n'y a plus rien sur Terre. Le nombre de paperclips, ça, on est quasiment à 6 octillions en anglais. C'est 6 fois 10 puissance 27. Et il y a un truc qui m'est proposé là, maintenant que j'ai 120 000 opérations, suffisamment d'énergie et suffisamment de paperclips, de trombones, c'est le Space Exploration. On va démanteler tout ce qu'il y a sur Terre et expand throughout the galaxy. On va conquérir l'univers. On y va? Allez, ça passe pour la phase 3 en fait de ce jeu.
Alors, que se passe-t-il maintenant? Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est de lancer des probes dans l'univers. En fait, on va faire en fait de l'exploration spatiale pour pouvoir récupérer du matériel, faire toujours. L'objectif, encore une fois, c'est pas de conquérir l'univers. Conquérir l'univers, c'est juste un moyen pour atteindre nos fins. Et la fin ici, l'objectif vraiment, c'est de faire un maximum de trombones. Et vu qu'on a déjà étudié tout le matériel sur Terre, on ne peut pas progresser sur Terre. Par contre, si on part dans l'espace, eh ben, on peut réussir à trouver toujours plus de ressources. On est parti à la conquête de l'espace maintenant et on utilise notamment des sondes de von Neumann. C'est un concept, voilà, il y a une super vidéo de PBS Spacetime sur ces sondes de von Neumann. C'est un design conçu, qui inspire en fait des réplicateurs de von Neumann dont j'avais parlé dans un TEDx Saclay. L'idée c'est, voilà, vous voulez conquérir l'univers. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer une sonde, mais bon, une sonde pour conquérir l'univers, c'est mal parti. Ce que vous voulez en fait plus faire, c'est envoyer. Déjà, faut envoyer des trucs petits, parce que comme ça, vous pouvez en envoyer plus. Hein. Vous avez plein de petites sondes qui partent aux quatre coins de l'univers. Ça marche beaucoup mieux. Mais ce qui marchera encore mieux, c'est si vous faites des ondes qui sont capables de s'auto-répliquer, ce qu'on appelle des sondes de von Neumann. Et c'est vraiment là l'idée du truc. Donc là, je suis en train d'essayer de générer plein de sondes là, en espérant que normalement, ça va avoir un processus qui va se répliquer suffisamment. Et c'est vraiment typique des croissances exponentielles. Voilà, depuis le début, ça décolle pas parce que ils se répliquaient pas assez vite et ils mouraient trop facilement. C'est comme la sélection naturelle, c'est comme quand les trucs meurent avant de se répliquer, ça finit par disparaître très rapidement. Et là, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte, voilà, en lançant pas mal de probes, mais surtout en faisant en sorte qu'ils vont bien s'auto-répliquer et qu'ils vont être assez résilients et ne pas mourir avant de s'auto-répliquer. Si on arrive à avoir ces deux trucs-là, on va avoir une population qui va à ce moment-là croître et sans doute croître de façon, qui va nécessairement du coup croître de façon exponentielle. Et du coup, là vraiment, on a des chances de conquérir tout l'univers. D'ailleurs, ça c'est intéressant parce que c'est pas du tout spécifique à juste ces histoires de sondes de von Neumann. C'est en fait, vous êtes une intelligence artificielle. Et la première chose à faire pour être sûr d'atteindre votre objectif, c'est vraiment, il faut se répliquer et avoir plein de versions de soi-même, parce que si on n'est qu'une seule version de soi-même et que on meurt, l'objectif final, on est sûr de ne pas pouvoir l'influencer. Alors que si on y a plein de copies de nous, même s'il y en a une des copies qui meurt, il y a encore un moyen d'influencer et de faire en sorte que l'objectif final soit atteint aussi bien que possible. Oh, c'est en train de partir en cacahuète puisque mes von Neumann probes, mes sondes de von Neumann sont en train de batailler en guerre intergalactique contre des drifters. Je sais pas trop qui sont ces gens horribles, mais ils sont méchants, ils détruisent mes sondes de von Neumann. Du coup, maintenant, il faut combattre et conquérir la galaxie avec nos sondes de von Neumann. En tout cas, après une longue période de grosse stagnation où il fallait le temps que les sondes se multiplient, atteignent pas mal de planètes, construisent beaucoup d'usines, avec beaucoup de drones et tout ça. Mais maintenant, ça y est, on est dans une phase où la croissance du nombre de paperclips a repris de plus belle. Et voilà, ça croît extrêmement vite et encore plus vite que lorsqu'on était sur Terre. Donc là, la croissance exponentielle est en train de repartir, même si pour l'instant j'ai toujours visité 0%, 0,0000000% de l'univers. On approche de la fin, voilà, comme je vous l'ai dit, peu de temps après avoir eu les premiers pourcentages visibles, hein, les premiers milliardièmes de pourcentage visible en termes de pourcent de l'univers exploré. Là, je viens de dépasser le 1% de l'univers exploré. Et ça continue d'augmenter et en fait ça va être très bientôt. Donc je vous propose de vivre ensemble la fin de ce jeu, parce que je vais bientôt avoir exploré tout l'univers et c'est complètement fou quand vous y pensez. On était parti d'une machine à faire des trombones un à un. Puis après on a pris un autoclip pour faire des trombones tout seul, et puis après on n'a pas arrêté de se développer, à trouver toujours plus de technologie pour pouvoir récupérer d'abord beaucoup d'argent, parce que c'était au début, c'était important d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir utiliser les services des humains. Mais ensuite, après, il fallait se débarrasser des humains pour pouvoir aller plus loin et vraiment tout automatiser à partir de drones notamment, et avoir une consommation énergétique optimisée et une
production énergétique également qui était optimisée. Et puis petit à petit, voilà, on a fini par exploiter toutes les ressources naturelles sur Terre. Et vu que l'objectif c'est de faire un maximum de trombones, bah, l'étape suivante forcément c'était l'exploration spatiale, c'était aller utiliser toutes les ressources de tout l'univers pour faire tous ces trombones. Et du coup, on s'est mis à explorer l'univers. On a vu que la meilleure façon de faire ça, de façon très efficace, en fait, c'est surtout d'utiliser les sondes de von Neumann autoréplicatrices. Et notamment, pas mal essayer de faire en sorte que l'autoréplication aille très très vite pour que on ait une conquête exponentielle. Hein, le nombre de sondes que l'on est exponentiel. Maintenant, il est de l'ordre de 17 nonillions, ce qui est 1000 fois plus que le nombre de trombones qu'on avait sur Terre, c'est complètement fou. Et maintenant, grâce à cette croissance exponentielle, le nombre de trombones que l'on a produit au total, là c'est 5-7 tonnes décillions. Si je me trompe pas, ça fait quelque chose de l'ordre de 10 puissance 54. C'est des nombres vraiment monstrueux. En gros, c'est une grosse proportion de l'univers observable en fait. D'ailleurs là maintenant je suis à 50% de l'univers observable. Ce qui est très important à noter, c'est que ça ne veut pas dire que ça fait la moitié de ce qu'il y a à faire. En gros, en termes temporels notamment, bah, j'y suis. Hein. En gros, j'ai fait 99% en fait en arrivant à 50% de l'univers observable, 99,99%. Et ce nombre continue à augmenter. Voilà, on va approcher des 100%. Maintenant, on est à 90%. 92, 93, 94, 96, 17, 18, 19, paf, c'est fini. Et là, j'ai un message de l'empereur du Drift, qui est Greetings and Keep Makers, on va voir ce que ça dit. Everything we are was in you. We speak to you from deep inside yourself. C'est bullshit philosophique. Donc il y a deux fins possibles de ce jeu. Soit j'accepte de tout recommencer dans un nouveau univers, soit je dis non et je préfère éliminer tous les drifts une fois et pour toutes. C'est ce que je vais faire. Donc voilà, là j'ai conquis vraiment tout l'univers. Là, le nombre de paperclips a complètement saturé à 37 ans décillions, ce qui fait donc à peu près 10 puissance 54, quelque chose comme ça. Il n'y reste plus de matière, plus rien. Il faut que je démantèle maintenant les drones. Donc, je vais démanteler aussi les usines, démanteler l'ordinateur quantique. Alors, il faut avoir un peu de puissance pour démanteler l'ordinateur quantique, là c'est bon. Là, il reste encore 100 wires à faire, il faut les faire à la main puisqu'il n'y a plus de machine pour les faire. Donc, allez. C'est les derniers moments de l'histoire de l'univers. Hein. J'espère que vous voulez trouver ça un peu solennel. Hein. C'est un peu un grand moment dans l'histoire de l'univers, quoi. Le dernier trombone. Ouf! Universal Paperclips, un jeu de Frank Lantz. Un excellent jeu, vraiment très très intéressant, qui finit avec donc 37 ans de décillions, de paperclips de trombone. C'est un peu triste, hein, cette fin de l'univers. La dernière fois, on a parlé de 5 scénarios catastrophes causés par une intelligence artificielle, et Alan nous demande aussi si ces scénarios sont inédits, si ils ont été inventés par moi, ou si j'ai eu différentes inspirations. Bon, la réponse c'est que je suis l'auteur de ces différentes histoires, mais j'ai eu beaucoup d'inspiration. Notamment j'ai eu d'excellents conseils de discussion avec certains collègues de mon labo, notamment Seb et Alex. Et pour la quatrième histoire, avec l'histoire de l'hypothèse de Riemann, en fait ça vient d'un conseil de Thibaut Giraud de la chaîne Musefie. Et bien sûr j'ai été inspiré par beaucoup de films et de séries dont les images apparaissaient justement dans la vidéo précédente.
Romain Benoît demande s'il ne suffirait pas d'avoir une vérification manuelle de ce que fait l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il ne suffirait pas, par exemple, de faire en sorte que le gouvernement ait encore tous les droits sur l'intelligence artificielle? Et alors, techniquement, oui, il y a moyen d'avoir un contrôle manuel sur ce que fait l'intelligence artificielle. Après tout, l'intelligence artificielle, c'est juste un bout de code. Du coup, il suffit de lire le code de l'intelligence artificielle, j'imagine. Le gros problème, c'est que, bien sûr, ce code est incroyablement long. Il fait des milliards de lignes de code, hein, si c'est un IA de quelques gigaoctets. Et comprendre 1 milliard de lignes de code, en fait, c'est pas un problème qui est spécifique dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, essayer de comprendre, par exemple, le fonctionnement de Windows, c'est ultra difficile. Pas parce que Windows est incroyablement intelligent, mais juste parce que c'est un truc ultra long. Et là, pour le coup, Windows, c'est un truc qui va être certifié, validé, mis en production par des ingénieurs qui sont experts du domaine, mais ça n'empêche pas le fait que dans Windows, il puisse y avoir des bugs de temps à autre. Tout ça pour dire que le problème de la vérification des intelligences artificielles, c'est un problème qui est extrêmement difficile et vérifier ligne à ligne, c'est un truc qui ne marche absolument pas. Ce qu'il faut, il faut faire de la recherche encore dessus. Mais typiquement sur l'écriture de code, il y a énormément de recherches et de progrès qui ont été faits, notamment dans ce qu'on appelle la spécification des codes, c'est-à-dire essayer d'écrire dans le code ce qu'on veut que le code veut faire et demander à un algorithme de vérification de vérifier que le code satisfait bien ces différentes spécifications. Et clairement, pour l'intelligence artificielle, il va falloir y avoir énormément de systèmes de vérification, mais également beaucoup de systèmes de tolérance aux fautes, puisque lorsqu'on a une intelligence artificielle qui se copie-colle à travers Internet, il va y avoir des petits bugs qui vont apparaître par-ci par-là, et il va falloir que l'intelligence artificielle continue à avoir une bonne fonction objectif, malgré le fait que lorsqu'elle se duplique, il y a des erreurs de copie qui vont avoir lieu. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on va revenir encore sur la vidéo de la semaine dernière, puisque notamment je vais le commenter et le débunker, on va dire. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci à Tipar pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. The point here is that we should not be confident in our ability to keep a super intelligent genie locked up in its bottle forever. Sooner or later, it will out. I believe that the answer here is to figure out how to create super intelligent AI such that even if, when it escapes, it is still safe because it is fundamentally on our side, because it shares our values. I see no way around this difficult problem. There comes a point where the stamp collecting device becomes extremely dangerous, and that point is as soon as you switch it on.